tout le monde, bienvenue à ce 19e chapitre déjà, oui, 19e chapitre du rapport Boivin. Nous sommes présentement le 13 avril quand on enregistre, donc jeudi en début d'après-midi. Bienvenue aux spectateurs tratrices de la TVC Basse-Lièvre et de ma TV. Merci d'être ici, puis merci d'être en grand nombre à nous suivre, puis à m'envoyer des beaux commentaires comme certains que j'ai reçus cette semaine sur Facebook en privé. C'était très gentil, je l'apprécie, alors considérez-vous remerciés. Une petite parenthèse sur la TVC Basse-Lièvre qui fêtait son 45e anniversaire le 4 avril dernier. J'ai mieux le dire en début parce que vous connaissez, mes fins arrivent assez vite, merci, dans cette émission. Donc, la TVC Basse-Lièvre qui fête sa 45e année, bonne fête TVC 4 avril, et puis qui est en grosse campagne de financement. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous allez peut-être être sollicité, peut-être que non, mais si vous êtes en train de nous regarder puis que vous aimez les émissions de TVC Basse-Lièvre, gênez-vous pas pour encourager parce que ça les aide, ces jeunes dynamiques, ceux qui travaillent en arrière de moi là, pour vous permettre de m'entendre, pauvre vous. Chaque semaine, comme ça, ça permet à la station de pouvoir continuer son travail extraordinaire avec des bénévoles comme moi et d'autres qui sont des passionnés du médium. Alors, gênez-vous pas, appelez au 819-281-8250, 281-8250. Prenez une carte de membre, ça coûte pas cher, c'est 10$. Puis ça permet à une belle télé communautaire de rester dans nos localités. Parlant de communautaire, je vais vous dire, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent comme ça à la télé. Je ne l'ai pas fait dans les 18 chapitres précédents, mais je veux féliciter une organisation d'entrepreneurs et d'entrepreneurs absolument extraordinaire. Je suis allée, et d'habitude, j'ai ça, je vous le dis tout de suite, là. Moi, ces soirées-là, c'est pas mon bac. J'en ai fait plusieurs dans ma jeune vie, mais je les ai toujours faites un peu avec le sentiment du devoir, de me sentir obligée d'être un peu là. C'est pas trop mon style, les soirées très protocolaires, les longs discours qui finissent plus de pas finir, même si je suis longue moi-même dans ce que je vous dis, mais peu importe. Alors, la semaine dernière, à la fin de la semaine, c'est très bien terminé pour moi parce que je me suis fait tordre le bras par mon directeur général à la station de radio où je suis le matin, au 104.7 FM Outaouais. Et Bob Rioux m'avait dit, « Françoise, viens avec moi et ma conjointe, on s'en va à la soirée reconnaissance du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. » Hey, c'est le boss qui te demande. Bon, j'ai dit, bon, OK, encore une fois, en me sentant un peu obligée. Mais la plus belle soirée. Comme quoi, des fois, quand on fait des choses forcées, on a bien du fun pareil. Alors, une belle soirée, ça se déroulait à la salle des Chevaliers, pardon, au château des Chevaliers de Colomb, ici à Buckingham. Et premièrement, on était super bien traités, on a bien mangé, mais moi, c'est le déroulement de la soirée, du rythme. Et il y a beaucoup d'autres associations d'entrepreneurs, de gens d'affaires qui auraient exemple à venir peut-être suivre une de ces soirées-là pour voir comment est-ce que ça peut se dérouler, pas avoir de longueur, puis de faire dans la simplicité. L'idée, c'est pas de faire du gros flafla, l'idée, c'est de mettre les feux de la rampe, les feux sur les personnalités qui sont choisies cette soirée-là, les compagnies, les entreprises qui remportent les différents prix. Alors, je pourrais vous compter tous mes coups de cœur de la soirée, mais finalement, je vais vous dire, en gros, je les ai tous trouvés très bons. Je comprends qu'on leur avait dit d'avance, essayez de vous préparer quelque chose, mais on le dit souvent, ces phrases-là. J'en ai animé plusieurs de ces soirées-là, puis on disait aux gens, si vous gagnez de grâce, n'arrivez pas sur l'estrade en faisant « qui est-ce que je remercie, puis je ne le sais pas trop ». Alors, il n'y a aucune des personnes qui est montée sur l'estrade vendredi dernier qui avait un discours qui lisait. J'ai trouvé que ça sortait du cœur. Oui, ils ont pensé, on peut improviser. Moi, j'improvise devant vous, mais ça ne me sort pas initialement juste comme ça, là, même si ça a l'air de ça. Il y a eu de la préparation, de la lecture, de documents, des choses. On prépare des choses, mais c'est ce que j'appelle l'improvisation intelligente. Bien, ces gens-là, je les ai trouvés extraordinaires. Je veux quand même souligner quelques coups de cœur, même si je félicite tous ceux qui ont gagné ce soir-là. Celle qui animait, la directrice générale du regroupement des gens d'affaires, bravo, méchante belle job. Elle pourrait donner des leçons à beaucoup de gens qui animent ce type de soirée. La présidente fait un beau travail.
Mais mon coup de cœur, c'était la jeune qui a gagné comme entreprise de l'année. Je ne veux pas me tromper dans son nom. Alors, c'est Marie-Soleil Gaumont. Qu'est-ce qu'a fait Marie-Soleil Gaumont? Bien, c'est l'entreprise de l'année MSG Cosmétiques, mais c'est son dynamisme. Une future Lise Wattier, elle nous l'a prédit, mais on voit la passion des jeunes. Puis quand on encourage les jeunes, comment ils peuvent faire des choses extraordinaires. Bravo. Il y a aussi une autre entreprise, comme nouvelle entreprise, le Belga Bistrot, qui est ici à Buckingham, sur la rue principale. Une autre chose que je ne savais pas, le prix de la PME pour la réussite persévérance scolaire. Donc, on appelle ça PME 6-9-15. Alors, c'est allé à Matériaux Bonhomme. Mais c'était des belles histoires, mais c'était surtout ça que je voulais souligner. Une belle communauté. La Basse-Lièvre, Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien, il y a du dynamisme. Je ne pensais jamais qu'il y avait autant d'entreprises. Alors, la fille de la grande partie de la ville de Gatineau, secteur Gatineau, qui est moi, a appris beaucoup ce soir-là. Puis je vous remercie de l'accueil, premièrement, et de la belle soirée. C'était le traiteur Brazo qui nous a, on va vous dire, on a mangé là, un menu gastronomique qui était digne d'excellentes tables. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu une belle soirée. Et puis, ça méritait d'être souligné parce qu'on ne parle pas souvent et on ne parle pas assez de ces entreprises qui font réellement, qui sont le cœur, le poumon de nos plus petites localités, mais on sent une complicité entre tout le monde. On ne sent pas de... En tout cas, une belle soirée positive. J'arrête là parce que j'ai bien d'autres affaires qui sont beaucoup moins agréables, mais je voulais commencer par quelque chose d'agréable en ce long week-end de Pâques qui commence bientôt. On a appris, et ça a fait réagir beaucoup, ça fait plusieurs fois que je vous parle de l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, c'est la Cour suprême du Canada qui a mis des balises en termes de durée raisonnable d'un procès. Si vous êtes devant la Cour du Québec, ça ne devrait pas prendre plus que 18 mois. Si vous êtes devant la Cour supérieure, ça ne devrait pas, on parle d'affaires criminelles, ça ne devrait pas prendre plus que 30 mois. Alors, c'est les balises que la Cour suprême du Canada avait mis. Elle a quand même, sa décision est un petit peu plus grosse que ça. Ce n'est pas juste dire 18 et 30. Ce n'est pas un calcul mathématique. On regarde, puis il faut que toutes les remises aient été demandées par la couronne. Évidemment, si c'est la défense qui a demandé des délais, elle ne peut pas se revirer de bord et dire « Hey, je me plains des délais », c'est elle qui a demandé les délais. Donc, dans les cas où c'est la couronne qui est la raison d'être en arrière du délai que ça prend pour être entendu devant la Cour, bien là, il y a des calculs qui ont été faits par la Cour suprême. Mais la Cour suprême a quand même donné la possibilité au juge du procès qui entend une requête pour faire rejeter la procédure, de pouvoir dire « Hey, non, wow ». Puis à date, même s'il y en a, ça rentre par centaines, ce type de requête-là, c'est une nouvelle spécialité, malheureusement, du côté des avocats de la défense. Je dis malheureusement parce qu'il y en a, je suis convaincue que s'ils font une bonne analyse de leur dossier, ils réalisent très bien là, que ça ne tiendra même pas la route, mais sauf qu'ils l'essayent parce qu'ils représentent leurs clients. En tout cas, peu importe, pas de jugement de valeur, une chance, bon Dieu. Ceci étant, il y a eu un cas cette semaine qui a fait bondir. Peut-être que c'est ça que ça prenait pour que ça se déniaise, malgré que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, au Québec, avait déjà annoncé des mesures au niveau de la Cour du Québec, parce que le Québec a juridiction sur les tribunaux de la Cour du Québec, mais pas sur les tribunaux de la Cour supérieure. Elle nomme pas les juges de la Cour supérieure, c'est le fédéral qui fait ça. Donc, c'est Ottawa qui doit procéder à ces nominations. Alors, dans ce contexte-là, la ministre Stéphanie Vallée a quand même bougé là-dessus. Elle a nommé des procureurs de la Couronne, de nouveaux employés au niveau des palais de justice, plusieurs nominations de juges à travers tout le Québec. Mais il manque quand même dans les gros procès criminels. Quand je dis les gros procès, parce que c'est eux qui les entendent, procès avec jury, c'est devant la Cour supérieure, juridiction d'Ottawa. Donc, c'est eux autres qui nomment les juges. Et il y a un gros manque là-dessus. Par contre, je fais une parenthèse, et la ministre de la Justice du Québec et la ministre de la Justice à Ottawa, Jody Raybould, ne s'entendent même pas sur le nombre. Fait que ça part bien une discussion, ça. Une dit, vous avez droit à 6 au Québec, c'est ce qui vous manque, et notre ministre de la Justice au Québec dit non, et c'est 14 qui nous manque. Alors, ça nous donne une petite indication qu'on va se retrouver avec encore un manque de juges pour un bon bout de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un juge dans le coin de Montréal, le juge Boucher, a procédé à libérer une personne qui était présumée
accusé d'un meurtre, du meurtre d'une ex-conjointe. Il avait déjà été accusé de violence conjugale. En tout cas, un méchant individu, présumément. Donc, il était accusé de meurtre et ça faisait 57 mois qu'il attendait son procès et l'arrêt des procédures a été demandé et le juge l'a accordé. Ça a été, je suis contente de le savoir, dès, je pense, en fin de journée hier, on apprenait que le directeur des poursuites criminelles et pénales a porté la cause en appel. J'espère que ça va être réévalué et que la Cour d'appel va dire, voyons donc, c'est dans le district de Montréal, là où il y a des délais astronomiques systémiques. Alors, et ça, c'était un des arguments de la Cour suprême pour pouvoir dire « wow, bémol », ce n'est pas nécessairement une automatique 30 mois, il faut quand même faire certains réajustements, la difficulté du dossier et ainsi de suite. Alors, c'est des choses qu'il faudra faire revoir. Le Parti québécois met beaucoup de pression sur le gouvernement, sur le premier ministre Couillard en disant « Pourquoi tu n'utilises pas la clause dérogatoire? » La clause dérogatoire, c'est quoi? C'est une clause qui dit, même si la Charte dit que tout le monde a le droit à un procès dans un délai raisonnable, et ça, je suis en accord à 100 %. C'est un principe de base dû au fait qu'on est tous présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Alors, quand tu as une accusation sur la tête puis que ça traîne, ça a un impact sur la vie d'une personne. Alors, la Charte, ce n'est pas nécessairement pour protéger les personnages infects comme cet individu, Sivalo Ganathan Tanabalasengan, qui, en passant, il y a une ordre de déportation, de le retourner dans son pays, et j'ai bien hâte que ça se fasse. Mais ceci étant, c'est quand même des choses que l'on doit revoir. Donc, j'y crois, moi, dans le principe du délai raisonnable, mais en même temps, une clause dérogatoire qui viendrait dire, peut-être, si jamais ça prenait trop de temps puis que le fédéral ne veut pas faire un renvoi à la Cour suprême du Canada pour qu'elle rebalise ou qu'elle explique peut-être certains aspects de son dossier, de sa décision dans l'arrêt Jordan. Donc, c'est un dossier qui se continue. La ministre fédérale a annoncé qu'elle était pour avoir une conférence fédérale provinciale avec ses homologues à la justice. J'ai bien hâte de voir ça, mais ça risque d'être assez rock'n'roll. Au début, le premier ministre disait « clause dérogatoire, oubliez ça, c'est une arme nucléaire en matière de charte ». Vers la fin de la semaine, il admettait que c'est un outil qui pourrait peut-être être utilisé. Ça existe. Alors, pourquoi pas? On l'a déjà fait dans les commissions avec les commissions scolaires. On verra bien. On va faire une courte pause parce qu'au retour de la pause, je vais vous parler d'un dossier dont vous allez entendre beaucoup parler, qu'on a entendu beaucoup parler, et c'est le pot. Alors, une pause et on revient. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Une voici de retour et pour vous parler d'un gros dossier. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'était promis, c'est la légalisation du cannabis. On se rappellera, pour faire un petit historique, Justin Trudeau, lorsqu'il était en course pour le leadership du Parti libéral du Canada, avait fait cette promesse que lui légaliserait. Le NPD, vous vous rappellerez, j'ai déjà été député NPD, nous, on prônait la décriminalisation, c'est-à-dire que personne soit reconnu coupable puis avoir un dossier criminel pour une petite possession où c'est évident qu'il n'y a pas de trafic. Alors, il y a eu longtemps de gros débats, je suis certaine, sur lesquels très peu de gens ont porté une grande attention. Et beaucoup de gens, peut-être vous qui m'écoutez en ce moment,
ne voyait pas de distinction entre la décriminalisation et la légalisation. Donc, quand on demandait aux gens, êtes-vous pour telle affaire, bien, ils disaient oui, pratiquement invariablement. Justin Trudeau s'est fait élire leader du Parti libéral du Canada. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis de son côté, entre autres, à cause de cette histoire de potes et de légalisation. Le 20 avril prochain, là, sur la colline parlementaire, c'est un rituel annuel, un paquet de jeunes qui se regroupent là. Cette année, il n'y aura pas un chat parce que les députés fédéraux ne siègent pas la semaine prochaine. Ils allongent leur congé de Pâques et ils vont fumer leurs joints sur la colline parlementaire. Alors, l'année passée, la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, avait annoncé le 20 avril, justement la fameuse date du fumage de joint sur la colline, qu'il sortirait le projet de loi quelque temps en 2017. On est en 2017, à une semaine du fumage de joint sur la colline parlementaire. Alors, tout le monde a commencé à se dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Il y a eu la commission spéciale, un comité spécial qui avait été mis sur pied par Justin Trudeau après son élection en 2015, qui était présidé par Anne McLellan, une ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada sous Paul Martin, pour étudier la question, faire des recommandations. Ils ont pondu leur rapport, je pense, autour du mois de décembre 2016. Et on attendait le projet de loi. Après avoir flambé sa promesse sur la réforme électorale, la réforme démocratique, là, il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire « Hey, wow, il va s'en flamber une autre. » Mais non, ils ont déposé ce matin, en fait, ce midi, je devrais dire ce midi, on enregistre en début d'après-midi et j'ai à peine eu le temps là, de jeter un coup d'œil sur le projet de loi qui est sorti. Ce qui m'a frappé en partant, et je n'embarquerai pas trop sur la technicalité du projet de loi. Ce qui m'a beaucoup frappé, parce que ça fait longtemps que je le dis, depuis le temps que j'étais même porte-parole à la justice à l'époque, dans mon jeune temps comme députée, ce que je disais souvent, c'est avant de commencer à légaliser, il va peut-être falloir qu'on ait répondre à certaines questions aussi bêtes que de savoir qui ce qui va vendre, où est-ce qu'on va acheter ça, comment, sous quelle forme, quel modèle va-t-on prendre, qui va être responsable, le fédéral, le provincial, etc. Est-ce que la santé publique est prête à réagir à ça? Est-ce que les écoles, en tout cas, bref, paquet de questions que j'avais. Et c'était la raison, et c'est toujours la raison pour laquelle je vois beaucoup de problèmes avec la question de la légalisation, même si je suis à 100% d'accord le fait de décriminaliser. Je me méfie toujours quand des politiciens nous disent « Ah, c'est parce qu'on veut retirer ça des mains du marché noir ». Premièrement, dites-vous une chose, quand les politiciens embarquent dans quelque chose, règle générale, ils regardent, ils vont tirer un profit de ça. Et finalement, ça va être quand même au niveau des taxes que il va y avoir des revenus intéressants pour le fédéral et pour le provincial. Il y a déjà des compagnies qui se sont enregistrées, qui ont obtenu le droit de faire de vendre du cannabis à des fins, thérapeutiques. Ces gens-là sont déjà en train de s'enligner aussi pour le pot à des fins récréatives, parce que c'est de ça qu'on parle avec le dépôt de loi cette semaine. On a appris, et ça, quelle surprise, qu'il y avait déjà des gens reliés de près aux Hells Angels. C'est Radio-Canada qui a présenté un dossier hier sur la question, qu'il y avait des gens liés aux Hells Angels qui avaient obtenu des autorisations pour vendre du pot thérapeutique. Et cette semaine, la déclaration du siècle pour moi, en ce qui concerne le cannabis et la légalisation, c'est le premier ministre du Québec qui nous dit, et qui le répète aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais été contactés, ni de près, ni de loin, par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau pour discuter de cette question-là. Comprenez quelque chose. Quand le fédéral va décréter dans son code que ce n'est plus une infraction criminelle que d'avoir, entre autres, il parle d'avoir 4 plants par résidence, de pouvoir avoir jusqu'à 30 grammes de cannabis sèche, ils vont déterminer le pourcentage de produits, le THC qu'il y a dans le cannabis. Une fois que ça c'est fait, là, ça s'en va tout aux provinces. C'est les provinces, parce que le commerce, c'est de juridiction provinciale. C'est eux, et le projet de loi le dit, ils mettent une limite minimale d'âge. Il faut que tu aies au moins 18 ans. Beaucoup de provinces et de spécialistes, psychologues, psychiatres, qui disaient que ça serait important
même de pas qu'un jeune ne puisse pas toucher à ça avant l'âge de 25 ans pour certains. D'autres disaient ben, peut-être 21. Là, on va se retrouver avec les provinces qui vont avoir le droit de changer l'âge, mais ça ne pourra pas être moins que 18 ans. Le minimum, le seuil minimal, c'est 18 ans, mais il y a des provinces qui pourraient mettre 21. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec le Québec à 21, mettons, puis en Ontario à 18? Donc, si tu es à Gatineau, tu peux traverser le pont, puis tu as un autre système. Mais c'est quand même estomaquant de voir que les provinces, qui devraient être le partenaire du fédéral là-dedans, c'est eux qui vont avoir à gérer les problèmes en matière de santé publique, en matière de santé mentale et tout ça, qui ne sont même pas partie prenante dans le dossier. Un autre exemple de fédéralisme centralisateur, où les gens ont peut-être tout simplement pas pensé parce qu'ils se sont dit, c'est une promesse que j'ai faite, puis au YAB, ils se débrouilleront avec les choses qui vont venir avec ça. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Ça va-tu se vendre dans les sociétés d'alcool du Québec? Est-ce que ça va se vendre dans des pharmacies? Qui serait le plus approprié pour ça? Quel format ça va prendre? Est-ce que tu peux fumer sur la place publique? La même chose qu'une cigarette. Est-ce que ça dérange les gens? En tout cas, quand je vois tout ça, la tête me spinne, puis je me dis, c'est le temps d'aller prendre un bon joint. Non, c'est pas ça que je me dis, mais enfin, bref. Alors, encore beaucoup de questions sans réponse. Je ne suis pas certaine qu'on a réfléchi correctement à la question. Et si vous pensez qu'on a fait ça pour sortir le marché noir de ça, le marché noir, le crime organisé, le mot le dit, organisé. Ils sont déjà liés, il y en a déjà qui ont des corporations et ils sont prêts à embarquer là-dedans. Ils savent exactement où est le marché, qui en veut et comment réussir à les fournir, ces gens-là. Alors, on verra bien. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui va faire beaucoup d'argent avec tout ça. Il y a un projet de loi au niveau du Québec qui touche les animaux dangereux. Vous vous rappellerez quand il y avait eu l'histoire du pitbull qui avait tué une madame. On avait dit, il faut se débarrasser de ce type de bête-là. Il y a eu tout un mouvement. Je connais beaucoup de gens dans la région qui aident beaucoup, qui ont des refuges pour animaux, qui s'occupent des... il n'y a pas de mauvais animaux, il y a juste des mauvais propriétaires. Et qui s'inquiétait beaucoup de voir ce qui était pour ressortir de toute cette étude-là. Finalement, il semblerait que le gouvernement de Philippe Couillard va plutôt encadrer, réglementer les animaux dangereux, les chiens dangereux, sans nécessairement exclure une race en particulier, vont quand même classifier comme dangereux certains types de chiens par rapport à d'autres. En tout cas, ça restera à voir. Mais on voit que les gens ont eu le temps de respirer, analyser le dossier et, encore une fois, bien, à nous de faire attention à nos animaux, puis peut-être pas les élever pour devenir des armes dangereuses. Je veux vous parler de quelque chose que pas grand monde va avoir parlé dans les dernières semaines. Vous savez, quand le ministre Barrette a, par son projet de loi, fait en sorte de fusionner toutes les sortes d'établissements qui gravitent autour de la santé, que ce soit un CHSLD, des centres comme le Centre Pierre-Jeannet, avec les centres hospitaliers, les CLSC, etc. Qu'est-ce que ça a eu comme impact au-delà des services? Ça, on pourra en parler pendant des heures. Est-ce que ça a amélioré la situation? Parenthèse, encore une fois, c'est mon style, j'aime ça les parenthèses. Moi, je n'ai jamais cru qu'une fusion signifie un signe d'égalité avec compétence nécessairement après. Bien souvent, c'est pour enlever le nombre d'interlocuteurs fatigants après les politiciens. Regardez dans les municipalités, dans les villes. Quand tu as 5 maires dans une région qui vont après Québec versus un maire qui va parler avec Québec, il y en a qui vont dire « Ah, mais ça fait un maire plus fort ». Mais ça fait peut-être moins de personnes à achaler le député ou le ministre à Québec aussi. Bien souvent, ça ne règle pas des questions. On nous dit c'est pour rendre ça plus performant, ça va couper les frais, etc. À date, ce n'est pas ce qui se prouve factuellement parlant. Mais au niveau de la santé, on s'est dit que ça va être plus efficace. On va regrouper sous un toit tous ces services-là. Comme ça, il n'y aura pas de dédoublement. J'espère, bravo, merveilleux. Mais un autre impact qui a été passé un petit peu sous silence, mais qui a touché à beaucoup de vies dans notre région et dans toutes les régions du Québec, c'est le fait qu'il fallait aussi que les syndicats qui étaient en place se décident, que les employés syndiqués décident avec qui ils voulaient faire affaire, qui était pour être le représentant officiel. Si vous n'avez pas suivi ça, vous avez manqué quelque chose, c'était fascinant.
parce que ça représente non seulement une question de représenter les travailleurs, les travailleuses dans le régime de santé au Québec, mais ça représente aussi beaucoup de cotisations syndicales pour les centrales syndicales, les grandes centrales comme la FTQ, la CSN et autres. Mais ça représente aussi sur le terrain des gens qui vont devoir représenter bien du monde. Alors, il y a eu une bataille, ce qu'on appelle dans le milieu du travail, du maraudage, et ça a été fascinant de voir ces batailles épiques. Moi, je suivais ça par Facebook parce que j'avais des amis dans un peu toutes les organisations. Et ceux qui auront mangé réellement la claque, parce que souvent on a associé le système de la construction avec la FTQ, bien, de la même façon on associait le système de santé avec la CSN, la grande centrale syndicale qui est la CSN. Et finalement, la CSN sortira probablement très perdante de tout cet exercice. Ils vont avoir perdu pas loin de 20 000 membres. C'est du monde à la messe, c'est bien des cotisations syndicales. Donc, attendez-vous à voir, la CSN est obligée de peut-être changer un peu son offre de service, ses employés, parce que quand vous allez à Montréal, vous voyez les gros édifices, là, dites-vous que ça, là, les syndicats, ils mangent des bonnes affaires parce qu'ils ont des maudits beaux buildings à Montréal. Là, ils vont peut-être en avoir un plus petit, on verra. Alors, c'est la FIC, la Fédération des infirmières du Québec, c'est la PTS qui a fait un travail de terrain absolument extraordinaire, qui vont s'occuper de l'aspect plus technicien et professionnel. Enfin bref, c'était intéressant à suivre, mais ça aura des impacts sur les travailleurs dans la santé. Mot de la fin, je vais aller ça très rapidement. Mes champions de la semaine, United Airlines, pour avoir sorti de force un docteur, imaginez, parce qu'ils voulaient mettre un de leurs employés à sa place. Ça a fait le tour, c'était épouvantable, puis ça a pris une éternité au président de s'excuser pour finalement le faire 2 jours plus tard. Sean Spicer, l'adjoint en communication de Donald Trump, épais au bout, qui est allé dire que Hitler était moins pire que Assad en Syrie, mais il est dans le même bateau, puis ça aurait été plus smart. Et Sobeys pour sa Turquie épicée du sein, bravo. Puis qui dit Pâques, dit hausse d'essence. Alors, j'espère que vous avez déjà fait le plein avant aujourd'hui. Je vais espérer que tout le monde, puis go Abs go!